Voici les confessions d'un assassin économique. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat qui sera l'assassin économique. Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre par la dette. John Adams, 1735-1826. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources comme le pétrole. Alors, nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructures dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels et ports. Des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos propres corporations, mais certainement pas à la majorité des gens. Dans tous les cas, les gens de l'ensemble du pays conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent pas payer. Et ça fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors, vendez votre pétrole très bon marché pour nos compagnies pétrolières et permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak ou autre. Ou alors votez avec nous dans le prochain vote des Nations Unies. Tout ceci est mis en œuvre dans les pays pris pour cible pour que leurs compagnies d'électricité, leurs eau et systèmes de canalisation deviennent privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses. Et c'est si typique la manière dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent les pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Ce quid pro quo, ou autrement dit un échange de bons procédés, qu'ils appellent conditionnalité du FMI, terme désignant certaines exigences, parmi lesquelles les pays redevables doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leur société de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple revers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 1950. Alors que Mossadegh venait d'être démocratiquement élu en Iran, il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient comme dans le monde entier. Il était l'homme de l'année selon Time Magazine. Mais une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était l'idée que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour le pétrole qu'elles ne le faisaient. Et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'aimions pas cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisions normalement, c'est-à-dire envoyer des militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars et ce fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps. Il réussit à renverser Mossadegh et fit rentrer le Shah d'Iran pour le remplacer. Et qui a toujours été favorable au pétrole. Révolte en Iran. La foule renverse le tyran. Les officiers de l'armée annoncent que Mossadegh a capitulé et que son régime de dictature implicite en Iran est terminé. Des photos du Shah sont exhibées dans les rues. Alors que l'opinion se renverse, le Shah de retour est bien accueilli. Donc, de retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « c'est facile et bon marché ».
Donc ceci a établi une toute nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt était qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il était pris, les conséquences auraient été dramatiques. Donc très rapidement, à ce moment, la décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes afin que s'il soit pris, qu'il n'y ait aucune conséquence gouvernementale. Guatemala, 1954. Lorsque Arbenz est devenu président du Guatemala, les pays étaient sous le joug de la société United Fruit et les grandes corporations internationales. Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple » et appliqua cette démarche. Mais United Fruit n'apprécia pas beaucoup ça. Ils embauchèrent alors une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis que Arbenz était à la solde des Soviétiques. Et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette époque, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, de la terreur communiste. Donc, pour faire bref, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. Équateur, 1981. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent et relativement brutaux. Il a d'abord été décidé qu'ils auraient une véritable élection démocratique. Jaime Roldos concourut, et son objectif principal en tant que président, disait-il, serait de faire en sorte que les ressources pour l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Et il gagna à Téhéran, avec plus de voix que n'importe qui, pour n'importe quoi en Équateur. Et il commence à appliquer cette politique, pour s'assurer que les produits du pétrole soient là pour aider le peuple. Et bien que nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis, j'ai été envoyé comme assassin économique pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher et lui faire savoir qu'il pouvait devenir très riche, lui et sa famille, s'il joue selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il ne voulait rien savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient des militaires états-uniens d'une base proche et quelques militaires équatoriens quand une investigation fut lancée. 2 des témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir eu une chance de témoigner. Un tas de choses très très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Jaime Roldos. Je n'avais aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais à ce que quelque chose arrive à Jaime Roldos. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre. Il ne se serait jamais permis d'être corrompu, de la manière dont nous le voulions. Panama, 1981. Omar Torrijos, président du Panama, était très charismatique. C'était un homme qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoutez, je n'ai pas besoin d'argent. Ce dont j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis payent la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venue du Nord. Vous nous exploitez terriblement
J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laisse-moi tranquille et n'essaye pas de m'acheter. On était en 1981. Et en mai, Jaime Roldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de ça. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain, mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » 2 mois plus tard, il fut mort dans un accident d'avion. Il n'y a pas de doute. Il fut exécuté par les chacals de la CIA. Un des parents de Torrijos lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. Venezuela, 2002. Le système a continué presque de la même manière. Pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'aimions pas cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi, ni pour la plupart des gens, que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire ça, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que, dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. Irak, 2003. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Jaime Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent les gouvernements, soit ils assassinent. Et une fois que c'est arrivé, un nouveau gouvernement est mis en place. Il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces 2 moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter un marché très similaire à ce que la famille princière Ibn Saoud a accepté en Arabie Saoudite. Mais il ne l'accepta pas. Et donc les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il y a un moment où il travaillait pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait le système. Donc, en 1991, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous.
et qu'une fois après avoir détruit son armée qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, ils seraient encore au pouvoir dans le pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait, et tout ce qu'il voulait. Mais ils n'y arrivèrent pas, ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau, alors nous y avons envoyé l'armée, encore une fois. Et cette fois-ci, nous avons fait la totale et l'avons retiré. Par la même occasion, nous avons créé pour nous quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avons réellement détruit, ce qui est une véritable affaire pour qui détient des sociétés en bâtiment, comme Halliburton. Donc, l'Irak est passé par 3 étapes. 1. Les assassins économiques ont échoué. 2. Les chacals ont échoué. 3. L'armée s'y est rendue pour cette guerre qui avait pour appui des soi-disant armes chimiques. C'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subitement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question, eh bien, si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas des empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas un mandat et ne rend pas de compte. Donc, vous ne pouvez étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations. Exxon, Federal Reserve, FMI, JP Morgan Chase, CIA, World Trade Organization, World Bank, etc. Et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens, car ils financent leurs campagnes soit au travers des corporations ou par des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de la corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est à un moment le président d'une grosse société en bâtiment comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans le négoce du pétrole. Et c'est vrai que vous avez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient. Et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps. Et ces stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies des gouvernements sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire les choses. Leur principe essentiel et fondamental est de maximiser les profits sans considérer le coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée la mondialisation. Comme la Réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes, de l'inflation et des intérêts, la Banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale. L'arnaque de base est simple. Mettez un pays en dette, vous divisez le peuple en querelles, ou en corrompant le chef de ce pays qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel, souvent constituée de la dévaluation monétaire. Par exemple, lorsque la valeur d'une monnaie chute, il en est de même pour tout ce qui est évalué par elle, ce qui rend les ressources locales disponibles pour les pays prédateurs à une fraction de leur valeur. De larges coupes dans les programmes sociaux incluant en général l'éducation et la santé
compromettent le bien-être et l'intégrité d'une société, laissant le public vulnérable à l'exploitation. Privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être rachetés et régulés pour des corporations étrangères pour le profit. Par exemple, en 1999, la Banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subvention de la société états-unienne Bechtel. Aussitôt que ça se produisit, la note d'eau des résidents locaux déjà appauvris a grimpé en flèche. Il a fallu attendre une véritable révolte du peuple pour que le contrat avec Bechtel soit annulé. Ensuite, il y a la libéralisation des échanges ou l'ouverture de l'économie retirant toutes les restrictions sur les échanges extérieurs, ce qui permet un certain nombre de réalisations économiques abusives, telles que l'introduction de produits en masse par des sociétés transnationales, disloquant la production indigène et ruinant l'économie locale. L'exemple est la Jamaïque, qui après avoir accepté des prêts et des conditionnalités de la Banque mondiale, a perdu son plus grand marché de récolte en raison d'une compétition avec les importations de l'Ouest. Aujourd'hui, d'innombrables agriculteurs sont sans travail car incapables de rivaliser avec les grosses sociétés. Une autre variation est la création de fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. Accessoirement, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle. Étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant de larges quantités de pollution intentionnelle. La plus grande affaire environnementale dans l'histoire du monde est portée au compte de 30 000 Équatoriens et Amazoniens contre Texaco, qui est maintenant devenu Chevron. Donc c'est Chevron, ou Chevron comme certains le disent, mais pour des activités menées par Texaco. Ils ont estimé qu'il y a plus de 18 fois ce que Exxon Valdez a rejeté sur la côte de l'Alaska. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas un accident. La compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement. Ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre les dispositions appropriées. Ceci étaient les confessions d'un assassin économique. Et ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Les assassins économiques sont toujours en activité en 2020. Et ils continueront de perpétrer tant que la corporatocratie n'aura pas été décelée. Qu'en pensez-vous ? Nous en saurons peut-être plus dans le prochain épisode.